Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver enfin en vidéo. J'ai pas vraiment eu le temps de filmer ou de monter de vidéos ces dernières semaines, mais ça y est, j'essaye de reprendre un petit peu le rythme, puisque j'ai donc pas mal de lectures que j'ai effectuées au mois de juillet dont je voudrais vous parler. Et aujourd'hui je vais vous parler en gros de la première moitié de mes lectures. Donc pour aujourd'hui j'ai quand même 8 romans et 2 graphiques à vous présenter, donc ça fait quand même pas mal de choses. Et on va commencer sans plus tarder. Pour commencer, j'ai lu Rien n'est parfait par Alex Amber. C'est un titre qui est sorti aux éditions Scrinéo dans leur collection de romances. On est sur un récit qui se destine plutôt à des grands adolescents, puisqu'on suit des filles qui sont au lycée. Le personnage principal s'appelle Vic. C'est une fille qui est plutôt en surpoids, qui n'est pas forcément très à l'aise dans son corps, etc. Elle est lesbienne, elle est out, donc tout le monde est au courant, et elle décide avec sa meilleure amie de se lancer pour se présenter au conseil de vie lycéenne, et ça va l'amener à se rapprocher d'une jeune fille qui s'appelle Jade, qui est dans sa classe, qui pour le coup est un peu la meilleure élève de la classe, etc., qui sur le papier est hétérosexuelle. On lui connaissait en plus de ça une relation avec un garçon, mais voilà, il semblerait qu'il y ait un petit rapprochement qui va commencer à se faire entre les deux filles. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, c'est un récit qui parle d'acceptation familiale, de choix d'études, etc., de pas mal de thématiques différentes. Je trouvais ça plutôt sympa, c'est un récit assez doux, mais je dois dire que j'ai quand même trouvé ça assez classique comme récit et du coup assez oubliable. C'est pas un récit qui m'a plus que ça marqué, donc voilà, je crois que je vais mettre la note de 15 sur 20 parce que ça a été plutôt une bonne lecture. Mais voilà, ça s'arrête un petit peu là de mon côté. Ensuite, j'ai lu Peau d'âme, le tome 1 par Aude Ziegelmeyer, qui est sorti aux éditions Gulfstream et que pour ma part j'ai lu en version audio. Par rapport à la version audio, je vous la recommande pas particulièrement, non pas qu'elle soit mauvaise, mais juste parce qu'elle est assez neutre, assez classique, et je trouve qu'elle ne rend pas particulièrement le récit plus vivant ou quoi. Voilà, autant il y a certains livres où les versions audio sont vraiment un vrai plus apporté au récit, autant ici j'ai trouvé que c'était pas négatif pour le récit, mais que pour autant ça n'avait pas spécialement de valeur ajoutée non plus. Je dois dire que c'est un récit que je pensais plus aimer. On est sur une réécriture de conte, notamment du conte de Peau d'âne, qui est un conte que j'apprécie bien, avec un parti pris qui est quand même assez différent, avec un côté assez sombre. En fait, il y a une première moitié du récit qui se rapporte pas mal quand même au conte de Peau d'âne, qui se passe dans un château, etc. Et j'ai bien apprécié ce récit-là. Et ensuite, on a un twist assez sombre qui se produit. Et j'étais contente de voir ce twist, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de différent au récit, mais par contre à partir de là j'ai trouvé que le récit ralentissait énormément, donc ouais, j'ai trouvé que le rythme n'était pas forcément complètement bien équilibré. Pour le coup ce qui est proposé sur la fin j'ai un peu plus apprécié, il y a un petit côté en plus un peu géopolitique, etc., qui vient se mêler dedans. Donc je suis quand même curieuse de voir la deuxième partie. Je crois que j'ai vu que c'était une duologie. Si c'est le cas, je pense que je lirai effectivement la deuxième moitié. Mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié certaines thématiques, certains éléments plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est vrai que c'est une réécriture quand même assez originale et assez sombre, assez différente du mythe de base. Celui-ci, pour le coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de La Dernière Geste, donc le Lys de guerre par Morgan of Glencoe, qui est publié aux éditions Goater, puisque donc les premiers tomes étaient sortis aux éditions Actu SF dans la collection Naos. Et suite à la fermeture puis reprise des éditions Actu SF, Morgan of Glencoe a décidé de changer de maison d'édition. Et donc ces romans sont passés chez Goater, il y a eu une réédition des 3 premiers tomes. Apparemment il y a eu quelques petites modifications dans le texte, pour ma part je les ai pas relus, je les ai pas achetés, je verrai si je les achète ou pas. C'est vrai que je préférais quand même plutôt les anciennes éditions, je trouve que les couvertures étaient plus jolies, même si j'aime bien celle-ci. Mais voilà, par contre en tout cas c'est sûr que j'allais acheter la suite, puisque c'est une série qui est prévue en 5 tomes, le tome 5 est en cours d'écriture, est en bonne voie et devrait être publié l'année prochaine. Et forcément j'ai hâte de le lire. J'avais énormément adoré les 3 premiers tomes qui à chaque fois ont été des coups de cœur ou des petits coups de cœur, et c'est de nouveau le cas ici avec ce tome 4. On est sur un univers entre fantasy et steampunk basé sur notre monde mais une version assez alternative. Il y a beaucoup de créatures magiques différentes, il y a plusieurs sources de magie différentes. On est sur un récit avec énormément de géopolitique et beaucoup de complots, etc. Et j'aime énormément ce récit. Beaucoup de personnages aussi différents que l'on suit et auxquels on s'attache beaucoup.
Dans ce tome 4, il y a vraiment une grande guerre qui va éclater et qu'on va voir arriver. Et qui dit guerre dit généralement mort, et effectivement il y a plein de personnages qui ne sont pas épargnés par ce tome 4, donc clairement prévoyez peut-être la boîte de mouchoirs à côté, mais voilà, en tout cas j'ai forcément hâte de lire le tome 5, j'ai hâte de voir la fin de ce récit parce que c'est vraiment une histoire que j'adore, des personnages que j'adore aussi, un univers génial, voilà, j'adore. Ensuite, j'ai lu Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage par Maya Angelou. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Imen, donc Face in Word. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'informations parce qu'elle a déjà sorti son avis dessus. Nos avis sont assez similaires, donc si vous avez vu sa vidéo, vous risquez de ne pas être très surpris à la vision de celle-ci. Mais donc on est sur un récit qui est en fait la biographie de Maya Angelou, ce qui n'est pas du tout précisé dans les résumés des versions françaises, en tout cas dans celle que j'ai moi, c'est qu'en fait c'est une biographie qui est au total en 7 tomes. Les tomes peuvent a priori se lire séparément, mais il y a quand même une suite, c'est quand même fait pour aller les uns à la suite des autres. Et donc dans celui-ci, on est donc sur le premier tome qui se passe donc globalement pendant l'enfance et l'adolescence, on va dire, de Maya Angelou. Et Maya Angelou, c'est une femme qui est connue pour être une activiste, une écrivaine, une femme très engagée dans la cause des Afro-Américains et également des femmes afro-américaines. Et donc j'étais curieuse de lire sa biographie. Pour cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement elle nous raconte tout son vécu avec ses yeux d'enfant, en se replongeant vraiment dans la compréhension du monde qu'elle avait à cette époque-là. Et c'est intéressant de voir ça. Il y a tout un tas de réflexions autour du racisme qui sont très intéressantes à lire. Par contre, je dois dire que c'est un récit que je m'attendais quand même à plus apprécier et que j'en ressors un peu mitigée pour 2 raisons, on va dire principalement. La première raison, c'est que en fait les chapitres sont très déconnectés les uns des autres, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est à peu près dans un ordre chronologique, mais voilà, les chapitres ne se suivent pas forcément. Parfois on a 2 chapitres qui sont en lien l'un avec l'autre, qui sont la suite directe de ce qui s'est passé, et parfois vraiment pas du tout. On change complètement de sujet, d'époque, etc. D'un chapitre à l'autre. Et c'est vrai que ce côté-là fait que quand on pose le roman, on n'a pas forcément hâte d'y retourner. On n'est pas forcément happé et envie de connaître la suite parce qu'on sait que ce qu'on va lire ensuite, c'est pas forcément la suite directe, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier défaut qui fait que du coup le rythme n'est pas forcément hyper passionnant et c'est vrai que du coup on a mis quand même vachement de temps à le lire alors que c'est un récit qui fait voilà, 330 pages en poche. Je pense qu'on a mis au moins 2 ou 3 semaines à le lire en lecture commune. Je lisais d'autres choses en parallèle, mais c'est vrai que celui-ci, voilà, j'arrivais pas forcément à avancer dedans. Et puis l'autre défaut qu'il y a pour le coup, c'est vraiment lié à cette version française. Comme je vous disais, les résumés ne précisent pas qu'on est donc sur une biographie en 7 tomes. Les suivants que j'avais dans ma pile à lire ne précisent pas quel tome c'est ou quoi. Et puis la deuxième chose qui n'est absolument pas précisée dans ce résumé, c'est que c'est un récit qui va parler de viol et plus particulièrement d'inceste. Ça peut paraître être un spoil, mais pour moi ça me paraît être important de le mentionner, et en plus de ça il y a quand même la plupart des résumés anglophones le mentionnent, mais pas celui français, et du coup c'est vrai que moi je suis tombée dessus et j'étais en mode j'avais pas forcément envie de lire un livre qui parle de ça, j'ai pas forcément envie de lire ça, et le traitement qui en est fait effectivement du point de vue de l'enfant est quand même assez rude en plus de ça à lire. De manière générale, tout ce qui se rapporte à la sexualité, c'est quand même traité d'une manière très particulière dans ce récit que j'ai pas vraiment apprécié. Donc voilà, c'est vrai que du coup, j'aurais préféré en tout cas être prévenue et savoir à quoi m'attendre par rapport à ça. Donc voilà, pensez au trigger warning. Maintenant ça se répand dans l'édition française, heureusement. Ensuite, j'ai lu Electre par Jennifer Saint aux éditions Sabran. C'est un récit que j'ai lu parce que j'avais beaucoup aimé Ariane, qui était de la même autrice, et pareil avec un très chouette travail éditorial aussi. Donc je voulais découvrir ce roman-ci. Dans ce roman, en fait, on va suivre l'histoire de 3 femmes de la mythologie. Tout d'abord, on a Clytemnestre, qui est l'épouse d'Agamemnon. Et donc Agamemnon, c'est un roi et c'est un seigneur de guerre qui part faire la guerre de Troie.
et qui revient beaucoup plus tard. Quand il revient, sa fille Electre a pas mal grandi, il y a aussi d'autres enfants, mais notamment sa fille Electre qui a grandi, donc on a aussi le point de vue d'Electre. Pour le coup, Electre est très très fan de son père, elle le vénère quasiment, alors que Clytemnestre, sa femme, non, et qu'elle n'a pas les mêmes plans. Et puis on a également le personnage de Cassandre qui est une Troyenne et qui va être ramenée par Agamemnon chez lui un peu en sorte de trophée de guerre. Donc voilà, du coup on a les points de vue de ces trois femmes là. Le point de vue de Cassandre, j'ai trouvé qu'il ne servait pas à grand chose dans ce récit-là, pourtant c'est un personnage de la mythologie qui est assez intéressant puisqu'elle fait des prédictions que personne ne croit, etc. Vraiment je pense que c'est un personnage sur lequel il y a plein de choses à écrire, etc. Mais dans ce récit, je trouvais que ça servait pas à grand chose et je trouvais que le récit aurait peut-être mérité de ne se concentrer que sur la relation entre cette mère et sa fille, donc entre Clytemnestre et Electre, et leurs différences qui sont aussi importantes. Electre, comme Clytemnestre d'ailleurs, ce sont clairement des personnages qui sont pas faits pour être appréciés. Ce sont des personnages qui font des choix qui sont parfois très moyens. Elles sont très très opposées dans leurs idées et très opposées, très ancrées, très affirmées dans leurs idées en plus de ça. Même si on va voir que tout n'est pas aussi simple sur la fin, mais globalement. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas forcément des personnages qu'on apprécie énormément, mais c'est pas des personnages qui sont forcément faits pour être appréciés, et pour ma part c'est pas mon problème. Je sais qu'il y a plein de lecteurs qui n'aiment pas les personnages qui ne sont pas faits pour être aimés en gros. Moi vraiment c'est pas un souci, le fait d'avoir ce personnage qui fait des choix clairement qu'on ne ferait pas, enfin que moi en tout cas je ne ferais pas, c'est pas un souci pour moi de lire ça. Au contraire je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé que le début était assez long, que le personnage de Cassandre n'était pas forcément nécessaire au récit. Certaines parties, le dernier tiers globalement m'a plus convaincue parce que justement il explore plus cette relation entre mère et fille. Donc voilà, c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié. Je lui ai mis la note de 15 sur 20 à celui-ci aussi parce que pareil il y avait des choses positives, mais il y en avait d'autres que j'ai moins aimé. J'ai vraiment moins aimé quand même que Ariane, que j'avais lu précédemment, mais là j'ai vu qu'il y avait, je crois, Atalante qui va être traduit en français et qui arrive juste là à la rentrée, donc je serais curieuse de le lire. Pour le coup on est sur des romans à chaque fois qui sont vraiment complètement indépendants les uns des autres. Ils ont seulement pour point commun d'être tous des réécritures de la mythologie axés autour de femmes, mais voilà, ils sont complètement indépendants, c'est pas du tout une série ou quoi. Ensuite on retourne à une autre lecture commune avec Les Sorcières d'Aradon. Celui-ci donc c'est écrit par Aurélie Croiset et c'est publié en auto-édition. On est vraiment sur un très chouette titre d'auto-édition avec cette jolie couverture, ces dorures, une belle mise en page, etc. Vraiment c'est un très chouette travail qui a été fait, donc je vous le recommande, au niveau du texte aussi. Et donc celui-ci je l'ai lu en lecture commune de nouveau avec Imen, donc pareil elle vous en parle dans la même vidéo, et également avec Dodo qui est une copine d'Imen, et en fait on avait acheté toutes les trois le récit ensemble à Westurland et donc on l'a lu toutes les trois aussi. C'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié. On est sur un récit qui se passe en Bretagne dans lequel on suit l'histoire de deux jeunes femmes qui s'appellent Rosaine et Augusta. Toutes les deux se connaissent depuis toujours et elles sont amantes. Mais c'est un récit qui se passe au XVIIe siècle, donc voilà, tant qu'elles sont dans leur petit village, les gens ne sont pas forcément au courant, ils pensent juste que ce sont des amies très proches et on les laisse à peu près tranquilles. Sauf que la mère de Rosaine a très envie de s'élever socialement et pour cela elle va saisir l'occasion de l'arrivée dans le secteur d'un homme assez puissant et elle va faire en sorte que cet homme épouse sa fille, et donc c'est effectivement ce qui va se passer. Rosaine se retrouve donc à partir de chez elle pour rejoindre un autre endroit de la Bretagne, épouser cet homme. Et on va voir après tout ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire c'est qu'ensuite on va avoir une histoire par rapport à une accusation de sorcellerie et donc un procès pour sorcellerie qui vont se passer ensuite. On est sur un récit en 3 parties différentes qui se passent en fait à 3 endroits différents. C'est un récit qui a quand même pas mal de retournements de situation, j'ai quand même été plutôt surprise par ce qui se passait à l'intérieur, donc j'ai bien apprécié ça. Et j'ai aussi beaucoup apprécié l'écriture que je trouve vraiment jolie. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est à la fois une écriture avec un style un peu ancien, assez travaillé, qui correspond bien au contexte proposé. Et en même temps c'est une écriture qui est super fluide, c'est vraiment un récit qui se dévore complètement. Donc voilà, on a toutes les trois vraiment bien apprécié la lecture, on a toutes les trois beaucoup aimé l'écriture, on a toutes les trois beaucoup aimé le fait que ce soit très prenant. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir si ça vous tente. En tout cas pour ma part ça a été une belle lecture.
Ensuite, on repart sur de la fantasy avec une vraiment chouette découverte. C'est un récit que j'espérais adorer, sur lequel j'espérais avoir un coup de cœur, pour être honnête. Ça n'a pas été le cas, mais pour autant c'est vraiment, voilà, vraiment quand même une bonne lecture. Il s'agit du coup du Trône de Jasmin par Tasha Suri, qui est sorti en poche assez récemment. Mais sinon c'est une trilogie qui est intégralement disponible en grand format, c'est juste que je suis pas très fan des couvertures grand format qui avaient été faites. Mais le résumé m'intriguait beaucoup puisqu'on est du coup sur une fantaisie d'inspiration indienne, dans laquelle il y a de très nombreuses cultures qui se mêlent, avec donc des croyances différentes aussi qui se mêlent, beaucoup de personnages, beaucoup d'enjeux de cours et de complots, et on est dans un univers avec de la magie, et une magie qui est très liée aux plantes. Et ce qu'on voit se passer depuis quelques temps, c'est que les arbres se mettent à saigner, et qu'à l'inverse, les humains se mettent petit à petit à se transformer en plantes, en tout cas pour certains qui seraient comme contaminés par une maladie. Donc voilà, je trouvais que ce résumé était franchement très intriguant et j'avais hâte de lire ça. J'étais également au courant qu'il y avait une relation lesbienne à l'intérieur du récit, c'est effectivement le cas, mais c'est une relation qui est quand même assez secondaire. En fait, il y a beaucoup de personnages dans ce récit, donc ça concerne effectivement des personnages qui sont importants, mais leur relation et cette attirance en tout cas qu'elles ont l'une pour l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout central au récit, on peut vraiment pas qualifier ce récit de romantasy ou quoi. Et donc voilà, franchement j'ai bien apprécié tout ce que je vous ai dit, globalement l'univers, toutes les croyances, toutes les cultures, le système de magie, les personnages, les complots, tout ça j'ai vraiment bien apprécié. Après c'est vrai que c'est un récit dans lequel il y a beaucoup de points de vue différents et c'est pas forcément facile de s'y retrouver entre tout le monde, même s'il y a des petits lexiques etc. à la fin pour s'y retrouver qui expliquent les différentes personnes, leurs relations, les différentes castes etc. qui sont représentées. Voilà. Au départ c'est pas forcément facile de s'y retrouver, mais sinon l'écriture est plutôt fluide, donc pour ma part j'ai trouvé que une fois qu'on s'y repère à peu près, c'est un récit qui est fluide dans lequel on avance facilement. Au niveau de l'écriture, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu froid comme écriture, je sais pas si c'est lié à l'écriture ou à la traduction, mais ce qui m'a manqué finalement dans ce récit-là, c'est un peu plus d'émotion, un peu plus d'implication à l'intérieur pour que vraiment voilà, ça me fasse vibrer, on va dire, en plus. Mais en tout cas, c'était un bon premier tome et je suis vraiment curieuse de lire la suite, donc clairement, voilà, je lirai la suite, je continuerai la série quand elle sera publiée en poche et j'ai hâte de pouvoir lire ça. Pour terminer du côté des romans, j'ai lu Saga et Sable d'Os, donc une histoire du Légende élatée par Travis Baldree, c'est publié aux éditions Inis et donc j'avais lu Légende élatée l'été de sa sortie, donc il y a 2 ans. Et du coup j'avais bien envie de lire également celui-ci, qui est donc un préquel, puisque ça se passe avant. On y découvre Vive, donc l'orque, le personnage principal de Légende élatée, à l'époque où elle était encore une mercenaire, sauf qu'au début du récit, elle se retrouve blessée, avec une blessure quand même assez importante, qui fait qu'elle a besoin vraiment de prendre du repos, de se poser quelque part, et donc de laisser la compagnie de mercenaires faire leur travail pendant qu'elle se remet gentiment de sa blessure. Et forcément, elle ne vit pas ça très bien, sauf qu'elle va se retrouver finalement dans un petit village et qu'elle va s'impliquer dans la vie de ce village, et notamment en aidant une petite souris à remettre en état la librairie qu'elle a récupérée. Et donc voilà, on a vraiment toute une histoire autour de, avec cette blessure de guerre, la librairie à rénover, des pâtisseries, de la nécromancie également, puisqu'il va y avoir quand même un petit peu d'enjeux négatifs, même si on est sur de la cosy fantasy, donc un récit plutôt mignon. Il n'empêche voilà, qu'on a quand même ça. J'ai trouvé que les personnages étaient franchement chouettes, tout ce côté forcément autour des livres et tout, c'est vraiment sympa. Vive, voilà, c'est une orque mercenaire, clairement la lecture c'était pas sa priorité dans la vie, sauf que comme là elle est obligée de se poser, finalement elle s'y intéresse et elle découvre certaines choses, elle commence à lire des petites romances érotiques, etc. Donc voilà, c'était assez sympa de découvrir tout ça. Par contre c'est vrai que j'ai quand même eu du mal à entrer dans ce récit là, et je sais pas très bien dire si c'était lié à ma fatigue à ce moment là ou bien si c'était lié à l'écriture, mais j'ai quand même décroché pas mal de fois avant d'arriver vraiment vers la fin, où il y a effectivement toute cette histoire aussi avec la nécromancie, etc. et des enjeux qui ont fait que je me suis un petit peu plus impliquée dedans, que j'étais un peu plus accrochée dedans. Donc c'est vrai que j'ai vraiment préféré quand même Légende élatée, mais celui-ci avait franchement du bon potentiel. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que ça avait plein d'éléments intéressants, mais je pensais voilà, un peu plus accrochée, être un peu plus embarquée dedans.
Pour terminer, je vais vous parler de deux graphiques que j'ai lus, et en fait ce sont deux adaptations de romans que j'avais déjà lus. La première des deux, il s'agit de la première partie d'adaptation du Roi des Fauves par Aurélie Wallenstein. J'avais lu le roman il y a un paquet d'années puisque je l'avais vu à peu près à sa sortie, et donc il y a une adaptation qui est en cours de publication. Le premier tome est déjà sorti, le deuxième tome est prévu je crois pour la fin de l'année, je crois pour cet automne, donc ça devrait venir assez rapidement, et c'est prévu voilà, seulement en 2 tomes, donc ce sera fini ensuite. Le Roi des Fauves, c'est un roman de fantasy qui est très sombre, très violent, et donc forcément c'est retranscrit dans le roman graphique, enfin dans la bande dessinée, puisqu'en fait on est sur un format assez court, une 60aine de pages. Donc effectivement il y a tout ce côté très violent, c'est un récit qui parle également de mutations qui prennent le contrôle du corps, etc. J'ai trouvé que pour cette adaptation en elle-même, j'ai trouvé que le début était assez lent, alors qu'on est sur un format court. Je trouve que l'installation mettait quand même un peu de temps à se faire. Et puis au niveau des graphismes, moi personnellement c'est pas un style graphique qui me parle beaucoup. On est sur un style graphique de bande dessinée très classique et un peu ancien, avec un trait assez sombre. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup, c'est pas un univers graphique qui me parle, mais j'avais envie de le lire parce que c'est l'adaptation du Roi des Fauves. Et le deuxième que j'ai lu, c'est l'adaptation de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui a été faite par Mayalène Gust. Mayalène Gust, pour le coup, c'est une illustratrice dont j'avais déjà lu certaines de ses œuvres. Et c'est une illustratrice qui a un style graphique, pour le coup, vraiment assez particulier, assez reconnaissable. Et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et j'ai trouvé que ça se mariait bien avec le récit de Flore Vesco. On est sur une réécriture de conte avec un récit pour le roman qui est fait avec énormément de jeux de mots, et c'était pas forcément facile à retranscrire je pense en graphique, mais je trouve que c'était plutôt bien fait et c'était fait de manière assez intelligente. Par contre c'est vrai, et j'ai vu que c'était assez reproché dans les critiques, que le début nous perd pas mal et qu'on comprend pas forcément où est-ce que ça va, et je pense d'autant plus si on n'a pas déjà lu le roman avant. Mais d'un autre côté, je me dis que le personnage principal est également perdu à ce moment-là du récit. Elle non plus ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Et donc finalement, il y a un côté où on comprend en même temps qu'elle qu'est-ce qu'il retourne, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, je trouve que ça se défend aussi, même si je peux comprendre que ça déstabilise pas mal de se retrouver aussi perdu au départ. Donc voilà, en tout cas j'ai trouvé que les styles graphiques étaient vraiment très jolis. Et j'ai pris plaisir à redécouvrir cette histoire, à la lire sous un autre angle. En plus de ça, je pense que c'est un récit qui a vraiment plein de niveaux de lecture différents. Et je pense que même juste le roman, si je l'avais relu, j'aurais vu d'autres choses que j'avais pas vues avant. Donc voilà, du coup c'était intéressant de le relire, de le voir sous un autre angle. Sur ce, j'en ai donc enfin terminé avec ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous avoir donné envie peut-être de découvrir certains de ces récits, n'hésitez pas à me dire si jamais c'est le cas. N'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez déjà lu certains, et puis ce que vous en aviez pensé. Et puis donc, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!